Bienvenue dans PEPS, le podcast pour les entrepreneurs en quête de santé naturelle. Je suis Nathalie, praticienne en Ayurveda et moi-même entrepreneur et j'accompagne d'autres entrepreneurs à améliorer leur santé, à améliorer leur bien-être pour se sentir mieux dans leur vie professionnelle et aussi dans leur équilibre personnel. Chaque semaine, je vais te partager ici dans ce podcast des points de vue, des conseils, des questionnements autour de la connaissance de soi, de l'hygiène de vie et de l'alimentation pour t'aider à t'épanouir dans ton quotidien d'entrepreneur. Alors si tu apprécies ce podcast, n'oublie pas de mettre une note sur ton application de podcast favorite et tu peux également venir me retrouver sur Instagram sur mon compte Nat Ayurveda. Allez, tout de suite, place à l'épisode du jour. Hello Amandine, bienvenue dans le podcast PEPS. Hello Nat, merci de m'accueillir. Je suis en joie d'être avec toi. Eh ben écoute, merci à toi de m'accueillir parce qu'en plus on est chez toi. Oui, exactement. Donc je t'accueille sur mon podcast chez toi. Exactement. Et quel bonheur cet échange. On est installé en plus dans les transats, au soleil, enfin à l'intérieur, mais du coup au soleil, face à la baie vitrée avec une super belle vue. Donc on est bien. Oui. Et en plus, comme c'est ta thématique de prédilection, de dire qu'on peut entreprendre avec fluidité et sans douleur quelque part, et bien finalement le fait de travailler sur des transats, c'est quand même l'incarnation du message que tu véhicules, alors j'adore cette incarnation. C'est clair. Alors écoute, pour te présenter un petit peu Amandine, alors je mets aussi du contexte pour les auditeurs parce que aujourd'hui je suis chez toi parce que je suis sur le chemin de Compostelle et que tu m'accueilles lors d'une de mes étapes sur le chemin. Donc merci déjà pour ton accueil. Avec joie. Et puis si on est ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rencontrés, je sais plus quand, mais ça fait quelques mois déjà. On a participé à un programme ensemble, on s'est fait coacher au sein du même programme toutes les deux. Et je crois que tu avais découvert mon profil Instagram juste un petit peu avant, donc ensuite on est resté en contact. Et voilà, et puis comme on est entrepreneurs toutes les deux sur des thématiques qui sont proches aussi, ça a créé du lien. Oui. Ça a créé du lien, donc c'est ce qui a fait qu'on a maintenu le contact et qu'on avait cet élan de co-création ensemble. Et puis, je suis admirative des personnes qui sont porteuses de rêves et qui osent incarner leurs rêves, qui ont l'audace en fait de donner vie à leurs rêves. Et le chemin de Compostelle que tu fais, pour moi, c'est plein d'audace et c'est une autorisation que tu t'es donnée de donner vie à ce projet. Et donc ça m'a vraiment touchée. Donc ça a rajouté un élément, ce qui venait... ça m'a permis de connecter davantage. Ça m'a touchée au cœur en fait. Et c'est ce qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui. J'avais envie de contribuer à ce projet auquel tu as donné vie. Pour moi, ça avait du sens de partager ce moment avec toi. Donc je suis très joyeuse de partager ça. Eh ben, génial. On va parler justement ensemble de projets, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de bien-être, on va parler de santé de l'entrepreneur. Parce que c'est pour ça aussi que je t'invite sur le podcast PEPS. Parce que tu es toi-même entrepreneur et puis très engagé pour ta santé et pour celle des autres. Donc on va parler de tout ça ensemble. Et pour peut-être que tu puisses... que les auditeurs puissent un petit peu mieux te connaître, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours entrepreneurial, parce qu'aujourd'hui tu es toujours entrepreneur, donc coach pour des entrepreneurs, mais c'est pas ta première entreprise. Oui. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours par rapport à ça ? Avec joie. Alors aujourd'hui, je suis coach des entrepreneurs du vivant. Je les aide à développer leur activité en ligne et à faire fleurir leurs activités en ligne à partir de ce qu'elles sont, puisque mes clients sont essentiellement des clientes. C'est ma 3e activité. J'ai démarré l'entrepreneuriat. Alors, il y a une pensée qui me vient en même temps. En fait, j'ai la sensation d'avoir toujours été entrepreneur. Et je pense que c'est entreprendre sa vie. Et donc, j'ai commencé à entreprendre ma vie et notamment mes projets, à donner vie à des projets qui avaient du sens pour moi quand j'avais 20 ans. C'est passé par un statut associatif pour mettre en avant et en valeur les producteurs locaux.
Donc j'organisais des marchés de créateurs pour valoriser justement l'artisanat et la création locale. Et puis quand j'avais 22 ans, je me suis formée au coaching. Donc j'étais coach formatrice et c'est là que j'ai lancé ma première activité. Et puis, donc la deuxième activité est venue quelques années plus tard. Entre-temps, j'ai eu des activités salariées où je dirigeais des magasins bio à Paris et à Toulouse. Et, euh, et au moment du Covid, j'étais en train de terminer ma formation de naturopathe. Et j'ai été particulièrement ébranlée par la période du Covid qui est venue me challenger sur ma liberté d'être qui je suis et surtout ma liberté de choix. Et je te l'avais déjà exprimé, quand je suis en colère, je crée des boîtes. Je manifeste pas, je crée des solutions aux problèmes des gens. Et pour moi, c'était primordial de pouvoir proposer une alternative et de pouvoir proposer des solutions aux personnes qui n'avaient pas envie de s'inscrire dans la dynamique que proposait le contexte à ce moment-là. Et donc, c'est là qu'est née ma deuxième entreprise qui s'appelait le Gang des Fougères. J'ai adoré le nom quand tu m'as dit. C'était le Gang des Fougères. J'ai dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce nom? J'adore. Exactement. Et en fait, la mission, la raison d'être de cette entreprise, c'était de pouvoir accompagner les personnes à reprendre le lead sur leur santé de façon naturelle. Et donc, tu m'as posé la question hier soir, pourquoi le Gang des Fougères? Et c'est vrai que j'avais créé tout un storytelling autour de ça. Et la réflexion que je m'étais faite pendant ce contexte-là, c'était comment un si petit virus peut avoir quelque chose d'intangible, de si petit peut avoir un tel impact mondial en fait. Et donc finalement, le Gang des Fougères arrivait, caché dans sa forêt, en se disant que si un petit virus a la capacité d'impacter le monde aussi profondément, à ce moment-là, des fougères tout ensemble pouvaient accompagner à créer des solutions et à ramener du bon sens, à ramener du vivant et à ramener du pouvoir et de la responsabilité, parce que j'ai senti dans ce contexte à quel point on perdait notre pouvoir personnel et on avait l'impression de perdre les armes quelque part et de subir la situation. Et donc pour moi c'était un moyen aussi de pouvoir rendre les armes aux personnes. Rendre les armes, je ne sais pas si c'est forcément le mot adapté, parce que rendre les fleurs, peut-être. Ramener du vivant, c'est pas des armes en fait, ramener des matériaux, des ressources en fait. Ouais, ok. Donc ça, c'était ta deuxième entreprise, Oui. le Gang des Fougères. Et puis ensuite, donc là, tu as ton activité maintenant, ton activité actuelle qui est le coaching d'entrepreneur. Exactement. Et pour moi, c'est un peu la concrétisation, ou le fait d'avoir... c'est l'aboutissement de toutes ces expériences personnelles, professionnelles, entrepreneuriales. Et ce que j'ai décidé de faire avec cette activité, c'est de décloisonner, de tout rassembler. Et aujourd'hui, même si j'ai cette étiquette de coach des entrepreneurs du vivant et du bien-être, finalement, dans ma pratique, j'utilise tous mes outils et tout ce que je suis, en fait, et ça fait sens pour moi. Ouais. Et dans le parcours que tu racontes, j'ai la sensation que tu vois l'entrepreneuriat vraiment comme une contribution au monde. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu me dis j'ai commencé l'entrepreneuriat avant d'être entrepreneur dans le monde associatif, pour toi, je sens que c'est vraiment une façon de contribuer, une façon de t'épanouir aussi. Oui, j'étais une enfant qui était tout le temps dans la nature, et je suis devenue citadine plus tard finalement. Et j'étais une enfant rêveuse. Et parfois, les rêveurs, on dit qu'ils sont... on peut avoir l'impression qu'ils sont utopiques. Et en fait, moi, je croyais en une réalité différente. Et j'avais vraiment envie d'incarner ça. Et du coup, je l'ai incarné sans me poser cette question finalement de est-ce que c'est possible. Et l'entrepreneuriat, c'était... le mot entrepreneuriat, il est venu très tard en fait. Parce qu'au début, quand j'ai lancé par exemple l'association pour organiser des marchés de créateurs, ce que je voulais, c'était pas être entrepreneur. C'était, oui, entreprendre pour le monde et contribuer, mais sans me coller d'étiquette d'entrepreneur. Et c'est aujourd'hui que j'ai une façon de vivre mon entrepreneuriat qui est différente, et où je me rends compte que ça me permet d'accéder à énormément d'exploration personnelle, et que finalement, le chemin que j'avais pris de connaissance de moi, il vient
se mélanger, fusionner avec ma route d'entrepreneur. Mais c'était pas mon but principal de Ouais. la connaissance de moi via mon entreprise au départ. C'était vraiment, comme tu dis, la contribution. Ouais. Et quand tu étais enfant, là, tu viens de me dire, pour moi, je croyais à une autre réalité. C'était quoi cette réalité? Enfin, c'était quoi tes rêves quand tu étais enfant? Comment tu te voyais? Je me suis très très vite questionnée sur la vie. Et du coup, quand on se questionne sur la vie, on se questionne sur la mort. Et comme c'est un sujet qui me faisait peur, du coup, ça accentuait le côté vivant. Et j'avais vraiment de, je savais pas quand j'étais enfant que ça s'appelait de la gratitude, mais j'expérimentais la gratitude en permanence. De voir un papillon, une fleur, de me dire ça, ma mère m'a dit que je pouvais le manger, donc cette fleur, je sais qu'elle est comestible et je suis en train de me balader seule. J'ai, je sais pas, 8 ans, mais j'ai cette fleur, je la trouve belle et je la mange, tu vois. Ouais. Et, et donc, par rapport au fait d'être un enfant utopique, c'est pas quelque chose qui est forcément valorisé par l'école. Mm. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? J'ai vraiment senti que j'étais ici pour faire quelque chose. C'était Et quoi ton utopie? Tu voulais quoi pour le monde? ah, qu'est-ce que je voulais pour le monde? Euh, je suis persuadée qu'il y a de la beauté en chacun, à déterrer, à révéler. Et donc, ça peut paraître un peu rêveur de s'imaginer que chaque être humain est beau, même ceux qui, de l'extérieur, semblent assez dans des schémas dans des schémas pas très beaux finalement, mais je me dis qu'en chacun, il y a vraiment de la beauté à révéler. Et, et je voulais que la société se transforme justement pour qu'on puisse valoriser les ressources personnelles, qu'on puisse valoriser l'humain. Et du coup, comment ça s'est traduit? Je me suis engagée en politique quand j'avais 14 ans, en me disant, à ce Ok. moment-là, pour changer le monde, la politique, t'es directement, t'es au-dessus. Enfin, t'es au-dessus dans le sens où t'as un pouvoir d'action. Et finalement, ça a duré quand même quelques années, jusqu'à mes 18-19 ans, où j'étais engagée en politique à côté de mes activités, de mes études, etc. Et je me rendais compte que finalement, je me suis rendu compte que j'étais un mouton. Et qu'en fait, on nous disait quoi dire, qu'on avait des, des, oui, des phrases je me suis rendu compte qu'en fait, la politique, c'était vicié et Ouais. qu'on ne servait pas le monde en faisant de la politique. En tout cas, c'est ma vérité. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai pu expérimenter et je me suis rendu compte que la politique, c'était un jeu de pouvoir, un jeu d'influence, mais hum, un jeu individuel finalement et qu'on ne jouait Mm. pas en équipe en fait. Et donc j'ai arrêté et c'est là qu'ont émergé les marchés de créateurs en me disant peut-être que finalement pour aider les personnes, pour transformer la société, il ne faut pas partir du haut, peut-être qu'il faut partir du bas Mhm. en fait, en valorisant ceux qui œuvrent au quotidien pour des choses qui font sens pour eux, pour la beauté dans le monde en fait quelque part. Mm. Et donc c'est là que tu t'es parti sur le monde associatif, en se disant, ok, puisque c'est pas la politique, ça va être l'associatif. Et puis ensuite l'entrepreneuriat, tu vois. C'est-à-dire que, est-ce que pour toi l'entrepreneuriat, c'était encore une autre voie d'exploration pour pouvoir contribuer au monde et partager ta vision? À ce moment-là, c'était pas à aussi grande échelle. Ok. La raison d'être de cette entreprise de coaching, c'était de pouvoir accompagner des femmes à reprendre confiance en elles et à pouvoir travailler sur toutes les thématiques liées à la confiance en soi, qui est l'estime de soi, mais aussi l'affirmation. Donc on Mm. parlait beaucoup de communication, de relations aux autres. Donc déjà, c'était quelque part en accompagnant des femmes, j'allais contribuer à ce que la société se Ouais, transforme, mais j'avais perdu peut-être cette vision à très grande échelle. ok, J'avais un peu plus zoomé, on va dire. ok, d'accord. Et est-ce que quand tu crées ton entreprise, pour toi, cette entreprise de coaching là, donc c'est ta première entreprise à ce moment-là, Hmm. est-ce que l'entrepreneuriat c'était quelque chose de naturel pour toi? Comment c'est venu? Non, c'était pas naturel. En fait, je pense que ma force, c'est de ne pas focaliser sur le comment. C'est-à-dire que quand ça fait tellement sens pour moi, je trouve les solutions au fur et à mesure. Donc je ne me Ouais. suis pas bloquée. Mais si je reviens dans cette période-là, sur les questionnements que j'avais, je me disais, mais quel statut je dois choisir? Ouais. Euh, comment ça va se passer? Comment faire
fichu business plan qui était demandé en fait. Tu sais pas par où commencer en fait. Et je trouve que en commençant par se poser ces questions-là, je me posais pas les bonnes questions. Ok. Parce que ça peut aussi ça défocalise de pourquoi on entreprend, sur le pourquoi on entreprend. C'est des questions qu'on doit se poser. Mais je sais que ça a pu engendrer beaucoup de crispation, d'interrogation et de peur. Par exemple, une des croyances que j'avais à ce moment-là, c'était je ne peux pas facturer tant que j'ai pas de statut. Ok. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on peut tout à fait contribuer, vendre et puis déclarer a posteriori. Si c'est une histoire de 24 heures, il se passe rien en fait. Et ça m'a permis de transcender plein de blocages, mais c'était pas du tout intuitif au début parce que j'ai pas eu de rôle modèle dans ma famille. Le seul rôle modèle finalement que j'ai eu, c'est mon grand-père qui était à son compte et qui était expert comptable, mais avec une vision du fait d'être... Tu vois, j'ose même pas parler d'entrepreneuriat en fait. Une vision du fait d'être entrepreneur comme étant une vision laborieuse du travail. Je travaille beaucoup, beaucoup de résultats parce que je travaille beaucoup. Et j'avais du mal à m'inscrire dans cette représentation en fait. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que toi-même, tu te définissais comme entrepreneur ou comment tu voyais ton entreprise en fait? Je me souviens que j'étais très attachée. Là, on parle de ça, j'étais dans la vingtaine, tu vois. Ouais. Pour moi, j'étais chef d'entreprise. Ok. Je prenais le lead sur ma vie, je prenais ma responsabilité et j'aidais les autres. Et j'allais pas finalement à la solution de facilité qui était de trouver un job. Ouais, parce que tu aurais pu avoir cette contribution au monde en étant salarié. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'entrepreneuriat? Je sentais beaucoup de limitations. Je sentais dans le salariat. Je sentais que je pouvais contribuer. D'ailleurs, j'avais tendance à en faire beaucoup plus que ce qui était attendu. Mais il y avait beaucoup de limitations parce que c'était pas à mon image. C'était pas tel que j'avais envie de le proposer. Et donc, la meilleure solution pour moi pour sortir de ces limitations, c'était d'ouvrir le champ des possibles, et c'était de le faire à ma manière à 100%, quoi. Le faire à ta manière, est-ce que c'était aussi un moyen de chercher plus d'épanouissement? Peut-être. À ce moment-là, je suis pas certaine que je me posais des questions sur l'épanouissement. Ouais. J'étais... T'as juste fait ton truc et tu t'es pas posé la question. Exactement. Ouais. Et est-ce que cette question justement de l'épanouissement, bon, je sais qu'elle est venue après parce que tu m'en as déjà un peu parlé. Donc là, on est au moment où tu crées ta première entreprise de coaching. Comment est-ce que à ce moment-là, c'est ta première expérience d'entrepreneur? Comment est-ce qu'à ce moment-là, tu gères le côté, tu vois, être entrepreneur et puis être une jeune femme en même temps, créer, tu vois, les premières bases de ta vie d'adulte? Comment est-ce que tu gères tout ça à ce moment-là? Ma formation de coaching, ça a été une vraie révélation, dans le sens où j'ai appris le coaching pour aider les femmes à prendre confiance en elles. Et finalement, ce que j'avais pas compris au démarrage, c'est que pour être coach, il faut se faire coacher. Et donc, en fait, j'ai vécu une grande transformation intérieure, et j'ai vraiment parlé de naissance à ce moment-là. J'ai la sensation d'avoir eu 2 naissances dans ma vie. La première, ça a été le jour de ma naissance réelle, officielle. Et la deuxième naissance, ça a été au moment de ma formation de coaching. J'ai senti vraiment quelque chose qui se libérait à l'intérieur. Et en même temps, là où je pensais déjà avoir énormément travaillé, cheminé, travaillé sur moi en fait, quand j'ai ouvert cette entreprise de coaching, ça a fait émerger de nouvelles peurs, de nouveaux freins que j'avais pas vus, et de nouvelles possibilités aussi. Mais du coup, je sais que j'ai dû traiter chaque frein les uns après les autres, composer avec ces freins-là, avec ces peurs-là. Et ça a été intense comme expérience, quoi. Beaucoup plus que quand on est salarié, en fait. Ouais, parce qu'en plus c'était ta première entreprise et du coup tu dirais que ton principal challenge ou ta peur principale, ou c'était quoi à ce moment-là? Ma peur principale, c'est peut-être la notion de légitimité. Je crois que c'est ça. La fameuse légitimité. Oui, parce qu'en plus, pour être coach, la formation, en fait, prenait les personnes à partir de 23 ans. J'en avais 22 quasiment. Et donc, j'ai dû avoir une dérogation.
Et donc j'étais très jeune coach en fait. Ok. Et donc j'étais confrontée au fait que j'étais jeune. Alors qu'un coach, quand il fait l'effet miroir, il n'a pas besoin d'avoir la compétence métier, par exemple, de la Mhm. personne en face. C'est aidant, parce que ça nous apporte une lecture différente, je le comprends aujourd'hui. Mm. Mais, euh, mais c'était difficile, en fait, à 22 ans, de prendre cette nouvelle place, de prendre cette posture coach. Et puis je sais qu'il y avait beaucoup de... Ma grande difficulté, c'était de montrer que j'étais légitime, enfin de montrer, Mm. de convaincre en fait. J'étais vraiment dans le côté, il faut convaincre. Et ça, Ouais. c'était difficile pour moi. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place comme mécanisme pour pouvoir, tu vois, renforcer ta légitimité? Est-ce que du coup, tu es passé par en faire plus, travailler plus? Tu Oui, vois, un peu ce qu'avait fait le modèle que tu avais de ton grand-père aussi, il faut travailler dur, il faut travailler beaucoup. Est-ce que toi aussi, tu es passé par là à ce moment-là? oui, oui. Travailler beaucoup, apprendre beaucoup, expérimenter beaucoup. Et le travers, c'est que du coup, se former beaucoup Mm. aussi. Et c'est un puissant fond en fait. Ouais. Et en fait, j'ai compris après que la légitimité, on se la donne en fait. Et on Ouais. se dit, ok, je suis légitime à partir de là. Et ça change tout en fait, parce que à partir du moment où t'es plus dans la dynamique de je dois convaincre que je suis légitime, mais je suis légitime, ça calme quelque chose à l'intérieur et ça permet de, de convaincre tout seul quelque part, Ouais. de valider ça. Parce que tu valides ça à l'intérieur de toi, les autres le valident quand ils te voient, quand ils t'entendent. Je pense qu'on sent cette dissonance ou justement ce côté, cette justesse en fait. Ouais, exactement. Et du coup, à ce moment-là, bon, tu as 22, 23 ans, tu te dis, j'ai peur de ne pas être légitime dans ma posture de coach, donc il faut que je travaille beaucoup, il faut que j'en fasse plus, il faut que j'apprenne plus, etc. Donc tu es dans le plus, 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 dans le faire, faire, faire. C'est quoi, est-ce que ça a un impact à ce moment-là sur ta vie personnelle, sur la qualité de ta vie personnelle à ce moment-là? Euh, non. J'aurais tendance à dire non parce que j'étais avec quelqu'un à l'époque qui était entrepreneur aussi. Hmm. Et donc les soirées à travailler tard, le soir, tu vois, c'était notre quotidien en Hmm. fait. Et du coup, je pense pas que ça me pesait à ce C'était pas un moment-là. problème pour toi à ce moment-là? Non. En tout cas, je dis ça maintenant, mais j'ai pas de souvenir que ça a été un problème à ce moment-là. Ok, ok. Et du coup, donc après cette activité de coach, euh, tu crées une autre entreprise. Qu'est-ce qui t'a fait basculer entre ton activité de coach et la naturo? Hmm, bonne question. Il y a eu du chemin entre-temps. En fait, l'entreprise de coaching, j'ai été confrontée à des choses qui ont été difficiles pour moi. Parmi les choses qui ont été difficiles, c'est que j'étais formatrice pour des organismes de formation. Et, et ça s'est fini avec des avocats. Et ça, quand tu as 22 ans, c'est difficile, Hmm. tu vois. Et puis en fait, j'ai eu une grosse, grosse désillusion sur le fait que c'est pas parce qu'on entreprend dans le développement personnel que les gens sont gentils, tu vois. Oui. Et ça, pour moi, ça a été un choc parce que je m'y attendais pas en fait. Donc j'ai dû gérer ça. Et donc ça a été très difficile. Et donc ensuite, je suis partie en magasin bio. J'étais manager en magasin bio. Et puis j'ai croisé la naturopathie en même temps en fait, Hmm. juste avant d'entrer en magasin bio. Parce que j'avais pardon, des problématiques de santé, enfin des grosses douleurs au ventre qui généraient des malaises vagos ou de douleurs. Et puis je suis tombée sur des vidéos YouTube, notamment d'Irène Grosjean à ce moment-là. Et en fait, j'ai compris que peut-être j'étais responsable Hmm. de ce qui m'arrivait, ou qu'en tout cas j'avais une responsabilité dans le fait de se soigner. Hmm. Et en fait, pour moi, c'était quelque chose de nouveau, parce que j'étais vraiment j'avais comme modèle uniquement la médecine allopathique, de j'ai mal, je vais voir le médecin pour qu'il me trouve la solution, tu Ouais. vois. Et en fait, là, je me disais, si t'as très 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 mal, tu vas chez le médecin. Mais sinon, il y a plein de choses que tu peux faire par toi-même. Et c'est comme ça que j'ai découvert la naturopathie. Je suis allée consulter une naturopathe en ne sachant pas du tout ce que c'était, mais en me Hmm. disant je sens que c'est juste pour moi en fait. Et ça a été une révélation quoi. En 2-3 réglages alimentaires, j'ai enrayé des douleurs
que j'avais depuis des années. Et du Mm. coup, ça m'a apporté beaucoup de qualité de vie, beaucoup de vitalité. Et surtout, je me disais, avec cette énergie-là, tu vas pouvoir mener plein de projets et ne plus subir en fait ce corps. Ouais. Parce que ce manque de vitalité, il avait eu un impact sur ton entreprise précédemment? Ou sur tes projets professionnels ou personnels? Oui, parce que ça limite toujours l'avancée Mm. quand il y a des jours où... Quand tu sais que tous les mois, à la même période, il y a des risques, enfin, il y a des chances, il y a des risques. Il y a des chances que tu sois cloué au lit, tu appréhendes ton organisation et ta vie différemment, en Mm. fait. Et là, c'était je peux être en forme tout le temps. Si je mets en Waouh. place une hygiène de vie correcte, c'est-à-dire qui répond à mes besoins physiologiques, et ça, je le savais pas. Ouais. Est-ce que tu crois que tu aurais fait les choses différemment en tant qu'entrepreneur auparavant si tu avais eu cette conscience en fait que tu pouvais être responsable de ta santé? Sûrement. Notamment, tu vois, dans ta première entreprise de coaching, tu avais déjà ces difficultés-là de santé. Est-ce que tu penses que t'aurais pu faire les choses différemment si à ce moment-là, tu avais déjà eu cette conscience de ok, je peux m'occuper de moi, je peux prendre soin de ma santé, je peux prendre soin de ma vitalité. Est-ce que peut-être tu aurais fait les choses différemment? Je sais pas si j'aurais fait les choses différemment. J'aimerais te dire oui, je sais pas. En tout cas, ce dont je suis certaine, c'est que j'avais beau être coach à ce moment-là, quand j'ai découvert les bienfaits de la naturopathie pour l'avoir expérimenté, je l'ai partagé. Ouais. J'ai fait des vidéos sur YouTube qui sont plus visibles aujourd'hui, mais sur la détox, les toxines, qu'est-ce que c'est, comment... En fait, je me formais tellement pour moi Ouais, que j'avais envie de partager à mesure mes bien découvertes sûr. parce que c'était énorme en fait. Donc, quelque part, j'ai commencé à le faire un peu différemment sur la fin de cette entreprise. Et puis après, j'avais à vivre autre chose visiblement et à cheminer sur d'autres Ouais, thématiques. Mais en tout cas, c'est vraiment... En fait, ce que ça m'a permis de libérer, c'est que pour le coup, à ce moment-là, j'avais pas peur de faire des vidéos sur YouTube alors que j'en avais jamais fait. J'avais même organisé un défi gratuit de 7 jours. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 80 personnes qui m'avaient rejoint que je connaissais pas et je me disais waouh. ouais. Et en fait, il y avait plus de frein en fait. Mm. J'étais tellement connectée, j'étais tellement sûre que ça faisait du bien et que tout le monde avait intérêt à s'y intéresser, tu vois, que Ouais. du coup ça avait enlevé pas mal de freins quoi. Ouais, parce que tu avais vraiment repris contact avec quelque chose qui vibrait à l'intérieur de toi et qui était vraiment très important pour toi. Ouais, Avec cette notion de vitalité, d'énergie qui te tient vraiment à cœur, quoi. ouais, c'est Ok, clair. donc là, du coup, tu te formes en naturopathie, tu crées ta deuxième entreprise donc de conseils en naturopathie. Oui, T'as ouvert un cabinet, c'est bien ça? un cabinet en ligne en fait. Ok. Moi j'ai démarré pendant le Covid et puis même avant le Covid, j'avais cette intention d'utiliser, de créer un business en ligne en fait. Mhm. C'est quelque chose qui est très ancien et c'est pas parce qu'il y a eu le Covid que je me suis dit je vais me lancer en ligne, tu vois. Ok. Donc c'était facile, je faisais mes consultations à distance et c'était facile. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de le faire sous le format en ligne et pas en cabinet? La possibilité d'accompagner des personnes partout dans le monde et qu'il n'y ait pas cette Mm. limitation géographique. Et parce que comme j'utilisais les réseaux sociaux depuis des années, j'avais aussi créé de belles connexions avec des personnes et, j'avais intégré le fait que parfois les personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, les mêmes centres d'intérêt, ils sont pas forcément juste à côté, c'est pas forcément Mm. mes voisins, etc. Et c'est ce qui fait que tu es là aujourd'hui. Exactement. Et du coup, bah, ma première cliente était en Espagne, en fait, Ok. tu vois. Et ça, c'est fun, quand même. Ouais, ouais, carrément. Et le fait que ce soit une activité en ligne, ça matchait avec ton style de vie à ce moment-là, avec tes valeurs, avec ce dont tu avais besoin. Oui, oui. Mm. Oui, je pense qu'il faut commencer par là, mais Ouais. oui, Ouais, il complètement. faut commencer par aligner notre entreprise avec ce dont on a envie et besoin et avec nos besoins du moment, c'est clair. Mais c'est vrai que j'avais commencé à me renseigner sur... Au début, je voulais avoir l'activité en ligne et un cabinet.
Et puis, il y avait des questions d'assurance, il y avait des questions de coûts supplémentaires, il y avait des questions de rendre accessible aux personnes handicapées, enfin, des questions de mobilité, etc. Et ça m'apportait de la lourdeur, en fait. Ouais. Je voyais que j'avais la sensation de perdre du temps sur des questions qui faisaient pas sens pour moi à ce moment-là. Et finalement, le fait de le faire en ligne, ça rendait accessible à tout le monde. Et Ouais, ça bien sûr. enlevait des contraintes, en fait. Ouais, carrément. Et du coup, est-ce que tu sentais que cette deuxième entreprise, elle était plus alignée avec ce dont tu avais besoin? Oui, Ouais. C'est oui. quoi qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, c'est qu'au moment de fixer l'agenda, en fait, de naturopathie, et de se dire quand est-ce que je suis dispo pour accueillir mes clientes, j'ai vraiment décidé en fonction des créneaux où j'avais beaucoup de vitalité, où j'étais dans la présence, et je me suis vraiment interrogée là-dessus, sur la qualité de présence quand on est accompagnant du bien-être. Et donc, ça m'a permis de repérer les périodes où j'étais pas très présente, et du coup de pas proposer de créneaux à ce moment-là, ou de travailler dessus. J'ai vraiment mis de la conscience sur le fait que j'étais la ressource principale de ma boîte, ça je le dis souvent, mais que j'étais mon outil, instrument de travail, et que je faisais partie de cette entreprise, et que je devais connaître aussi les spécificités de cet outil, ou de cette ressource, de cet instrument, quoi. Ouais, tu abordes un point très important dont je parle souvent, c'est aussi euh, partir de soi pour pouvoir ouvrir notre entreprise sur le monde, tu vois, c'est-à-dire partir de, ok, quand est-ce que mon énergie est bonne, alors ça peut être à quel moment de la journée, mais ça peut être aussi à quel moment du mois aussi, Oui. tu vois, comment est-ce que je peux être dans les meilleures conditions possibles, et c'est là que je vais être le plus disponible possible pour mes clients, pour tu vois, mes employés si j'en ai, etc. Et vraiment partir de soi. Et c'est valable dans les métiers du bien-être, mais c'est valable aussi dans tous les métiers, tu vois, quel que soit, quel que soit le métier qu'on fait. Je pense que c'est hyper important d'être conscient de son propre rythme et de le respecter pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. Et c'est ce que tu as fait avec ton activité de naturopathe en te disant, ok, je vais pas proposer n'importe quel créneau à mes clients et ouvrir mon agenda H24, tu vois. C'est ce que font beaucoup d'entrepreneurs quand ils démarrent aussi, parce qu'on a peur peut-être de ne pas avoir assez de clients ou de... Est-ce que tu as eu d'ailleurs ces peurs-là en tant que naturopathe de dire bah, peut-être que je vais pas avoir assez de clients? C'était quoi tes peurs à ce moment-là? Oui, il y a eu plein d'allers-retours sur finalement je pourrais peut-être accueillir 30 clients par semaine, et après tu te dis bah non, c'est pas possible. Enfin, si techniquement c'est possible, mais c'est pas viable Pour ton sur énergie, la c'était pas durée. ok? Et puis en fait, ces 30 clients, il faut les trouver, ou qu'en tout cas ils nous trouvent. Donc ça veut dire que je dois mettre en place des actions pour justement faire en sorte qu'ils me trouvent. Donc oui, il y a eu plein d'allers-retours comme ça. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, que quand on est entrepreneur, quand on démarre, on n'intègre pas tout de suite d'emblée que ça doit partir de nous. En fait, je crois que ça fait avec le salariat, on n'est pas du tout habitué à ce discours-là. Carrément. Et puis même du côté des entrepreneurs, il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de croyances aussi, il y a beaucoup de schémas qu'on continue de reproduire sans s'en rendre compte. Et je trouve que c'est faire preuve justement d'innovation et de créativité, de se dire de quoi j'ai envie et comment ça peut matcher en fait avec les autres, avec mes clients, comment je peux trouver mon public et quel est ce public qui va matcher qui va être en phase en fait avec ma vision. Et pour te donner un exemple, il y a quelques pardon, il y a quelques semaines, j'ai rencontré un couple formidable qui venait de Nantes et qui s'est installé, qui ont fait une reconversion professionnelle et qui sont devenus boulangers dans le Cantal. Ok. Et pour moi, c'est des entrepreneurs du vivant. Parce que quand ils me parlent du levain comme étant la vie, et ils sont boulangers. Et pourtant, la mission qu'ils se sont fixée avec leur entreprise, c'est de se dire, on va aider les personnes à aller de moins en moins chez le médecin. Parce que Ouais. s'ils mangent du pain avec du levain,
Ça va enrayer certaines problématiques digestives notamment. Mm. Et eux, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on pense aux boulangeries, on se dit, ils sont ouverts à partir de 7h jusqu'à 20h, sans coupure, ils se lèvent à 3h du mat, etc. Eux, ils ont décidé d'ouvrir le magasin 2 heures par semaine. C'est incroyable. Ouais. Et donc, ils ont trouvé des solutions. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent tous les jours, mais ils livrent à des magasins bio, ils préparent toutes les commandes pour les clients et les clients viennent les récupérer sur ces 2 heures. Ouais. Et je trouve que c'est l'incarnation de... C'est une incarnation enfin, ils ont mis en place quelque chose qui est hyper novateur. En fait, ils sont sortis des codes et ils sont allés sur quelque chose qui était juste pour eux. Et quand ils parlent de leur activité, ils ont les yeux qui pétillent. Ouais. Et tu sens que c'est juste, que c'est aligné. Et ils ont trouvé leur public, qui n'est pas le client qui va acheter sa baguette blanche tous les matins, Mm. mais qui sont des personnes comme moi, qui achètent leur Ouais. pain à la semaine, par exemple, tu vois. Mm. Ouais, ils sont vraiment partis de eux, de leur vision, de leurs besoins, pour transmettre ça. Oui, C'est beau. oui. C'est pour ça que je me permets de les citer, parce que je suis persuadée que la créativité, c'est quelque chose qu'on ne valorise pas toujours. Et pourtant, la créativité, c'est pas simplement générer des idées, c'est être aussi créatif dans notre façon d'entreprendre et de trouver des chemins de traverse qui nous permettent d'atteindre le même résultat, mais de la façon la plus simple et la plus fluide pour nous, tu vois. Mm. Ouais. Et pour autant, cette créativité, parfois, elle fait peur à certains entrepreneurs, notamment, alors, on le voit dans l'Ayurveda avec des personnes qui ont ce qu'on appelle beaucoup de vata, tu vois, c'est le mouvement de l'air, en fait, c'est vraiment ce qui crée le mouvement et ce qui va créer ce qui va amener beaucoup de créativité. On le voit dans les profils vata, qui va aussi, qui peut être aussi source de beaucoup de dispersion, tu vois. Oui. Et toi, justement, parce que toi, tu as un profil très créatif, est-ce que tu l'as eu aussi, cette dispersion, ce côté, ben voilà, je crée, mais j'ai l'impression de brasser de l'air à un moment donné. Est-ce que ça t'est arrivé, ça aussi? Ça m'arrive encore. Comment tu Ça le m'arrive vis? encore. En fait, avant, ça générait un conflit à l'intérieur de me dire il faut que je choisisse, j'ai trop d'idées. C'est ce qu'on Mm. entend quand on est créatif. Il faut que tu choisisses. Et en fait, j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps, en fait, il y a quelques mois, de me dire que je pouvais tout choisir. Si j'avais Ouais. envie de tout faire, de donner vie à toutes mes idées, c'était OK. Mais que je pouvais aussi choisir de mettre le focus à un endroit. Mm. Tu vois, comme dans la nature, en fait, quand je donnais l'exemple du figuier qui est dans le jardin, tu as l'arbre et là tu as plein de ramifications. Mm. Soit tu choisis de laisser toutes les ramifications, de laisser en vie tout ce qui vient, soit tu choisis de couper pour laisser vraiment de l'énergie à, à l'arbre, à ce qui est central pour toi. Donc c'est ça qui a changé pour moi et de me dire que je choisissais en conscience, je décidais de choisir en conscience de mettre le focus à un endroit. Mm. Ce qui n'empêche pas la créativité. Non, justement, en fait, ça la canalise. Ça la canalise. Ouais, c'est un catalyseur, en fait. Quand tu mets toute ta créativité au service d'un projet. Ouais. C'est ce que je fais avec beaucoup d'entrepreneurs dans le programme PEPS qui ont justement cette difficulté à trouver, enfin cette facilité à s'éparpiller justement. C'est comment est-ce qu'on peut d'abord retrouver de l'ancrage, tu vois, c'est-à-dire mettre du focus, poser un cadre, poser des limites qui soient sécurisantes pour que dans ce cadre sécurisé, ensuite on puisse laisser s'épanouir la créativité, tu vois. Donc c'est comment retrouver son centre en fait pour vraiment après justement se permettre cette créativité et non pas la subir, tu vois. Exactement. Exactement, parce que le revers de la médaille de la créativité et ce dont tu parles, de la dispersion, c'est que ça peut générer de la perte d'estime de soi. Parce que si on ouvre plein de projets, qu'on termine pas, parfois ça peut générer de la frustration, quoi. Et de la fatigue, beaucoup de fatigue, parce que finalement, tu as la même vitalité que tu la mettes dans un projet ou dans 10, donc ça peut engendrer des problématiques différentes. Et du coup, comme tu dis, de recentrer, de s'ancrer, en fait, ça permet justement d'être beaucoup plus serein aussi à l'intérieur. Parce que les créatifs, tu parlais d'air tout à l'heure, l'image que je voyais, c'était
tu vois, un humain ou un arbre qui est très connecté au niveau des idées, tu vois, de ce qui est au-dessus de lui. Et finalement, s'il perd cet ancrage, après il s'envole et Ouais, c'est ça. il sort de la matière quelque part. Exactement. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui ont un profil Vata dominant. C'est que en fait, tu es complètement tu sais, tête en l'air et perché, quoi, en fait. Et tu Ouais. n'as plus cette connexion à la terre qui est vraiment importante aussi, hein, et qui fait le lien entre l'être et puis la vision et puis vraiment le faire et le concret. Donc c'est vraiment important d'avoir ces deux. Et toi, Mm. qu'est-ce qui t'a permis justement de trouver cet ancrage, d'arriver à être centré pour pouvoir permettre à ta créativité de s'exprimer? Qu'est-ce que tu as mis en place qui t'a permis ça? Je suis vraiment au clair sur le fait que être créateur de sa vie, c'est avoir des idées, mais leur donner vie et les mettre en action. Mm. Je suis très très au clair sur le l'être et le faire. Mm. Et ce que je remarque dans mes accompagnements, c'est que beaucoup de professionnels du bien-être ou les personnes qui travaillent, qui utilisent leur spiritualité par exemple, elles ont tendance, comme tu dis, à s'envoler, Mm. à perdre pied. Et parfois, elles refusent en fait de mettre en mouvement et de mettre en action. Et ma vision, c'est que si on met notre spiritualité, tout ce dont on est porteur, toutes nos idées au service des autres, au service du monde, c'est là qu'on a un vrai impact. Mm. C'est pas simplement nos idées qui ont un impact, c'est vraiment le fait de les mettre en action et de Mm. les mettre au service des autres. Et donc ce qui m'aide, c'est déjà de me rappeler ça, tu Ouais. vois. Et d'être dans des choses concrètes en même temps que tu vois, je pense que tu as trouvé la bonne proportion entre être et faire, justement, avec voilà, cette créativité qui est toujours là et en même temps le passage à l'action, quoi. C'est ça. Oui, oui, clairement. Mais de toute façon, je remarque que quand je suis trop dans l'un ou trop dans l'autre, ça crée un déséquilibre en Mm. fait. Ouais. Ouais. Et donc, tout mon cheminement ou tout mon jeu du quotidien, c'est de garder l'équilibre. Tu parlais d'équilibriste en plus hier, Mm. c'est vraiment ça. Ouais. Et tu me dis que donc ça t'est arrivé d'avoir des périodes où tu étais trop dans le mental et tu te dispersais. Est-ce que tu as eu des périodes aussi, ou est-ce que tu en as peut-être toujours, où tu es beaucoup dans le faire, beaucoup dans l'action? Oui. Et quand je suis vraiment, vraiment dans l'action, ça me demande de revenir en mon centre. Mm. Et oui, ça m'arrive encore. Parce que je suis pour le coup, j'ai un côté très yang en fait, Mm. tu vois. Et donc du coup, oui, je suis vraiment dans le faire, mais ça me demande de revenir à moi. Mais en fait, je le sens dans mon corps. Mm. Et je pense que quand on est entrepreneur du bien-être, on a un sacré atout. C'est que on est en capacité de se connaître on est à l'écoute de nos besoins en fait. Mm. Ça veut pas dire qu'on y répond toujours, mais on les comprend, on a l'information en fait. Et moi j'ai beaucoup d'informations qui m'arrivent par le corps. Ouais. Quand je sens que je suis trop dans l'action ou dans une forme de rigidité aussi parfois, et ben, j'ai des rigidités au niveau de mes muscles, au niveau des Ouais. cervicales, tu vois. Et pour moi c'est un indicateur de qu'il faut, que c'est intéressant de transformer ça et de remettre de Mm. la fluidité, du mouvement. Et ça passe aussi par le corps. Ouais. Et cet équilibre aussi ce que je remarque beaucoup en ce moment, c'est l'équilibre entre le mental, la tête, l'esprit et le corps. Et ils peuvent être comme des jumeaux, en fait. Ouais. Quand tu sens qu'il y a beaucoup de mental, qu'il y a le système nerveux un petit peu en alerte, ben le corps peut aider. Et inversement, quand c'est le corps qui est bloqué, parfois c'est au niveau du mental, une pensée qu'on a eue qui bloque, Mm. une pensée qui a généré une émotion et qui vient se bloquer dans le corps, tu vois. Mm. Donc c'est être attentive. En fait, la clé pour moi, c'est de porter de l'attention sur ce que je vis, sur comment je le vis en fait. Mm. Mais c'est aussi se laisser de la place pour pouvoir porter cette attention-là, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, en fait, qui sont tellement la tête dans le guidon. Ça t'est peut-être arrivé aussi, en fait, des périodes où tu es tellement la tête dans le guidon que, en fait, tu n'es pas en capacité de ressentir
ou de remarquer ce qui est en train de t'arriver, tu vois. Est-ce que tu as eu des moments comme ça? Oui, j'ai eu des moments comme ça, particulièrement avec la deuxième activité, où j'avais tellement d'activités que j'étais finalement que dans l'opérationnel. Et je me souviens avoir dit à ce moment-là, j'ai plus le temps de penser. Ouais. Donc ça, c'était avec le gang des fougères? Ouais. Ouais. Alors bah du coup, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec comment elle est arrivée cette entreprise-là? Cette entreprise-là, elle arrivait après le Covid ou en même temps quand j'ai voulu aider les personnes à reprendre le lead sur leur santé de façon naturelle. Et donc je me disais que s'occuper de sa santé, de son bien-être, c'est pas quelque chose qui est forcément sexy. Enfin, à ce moment-là, on n'en avait pas trop envie, quoi. Et donc, j'ai choisi de commencer par le produit, par le prisme du produit, de rentrer comme ça en me disant, si je me remémore quelle a été ma première rencontre quelque part avec une solution naturelle, j'ai pensé à l'huile essentielle de titri que j'avais utilisée à 14 ans quand j'étais ado. Et donc, je me suis dit, je vais à ce moment-là envoyer tous les mois des box de naturopathie pratique avec des conseils à l'intérieur, mais aussi des produits pour que les personnes commencent à utiliser des solutions naturelles, déjà qu'on rentre chez eux dans leur salle de bain, dans leur cuisine, etc. Et donc, ça a très bien fonctionné. Et je crois il y avait un momentum en fait. Il y avait moi, il y avait le contexte aussi sanitaire, et donc il y avait un momentum, je crois. Ouais. Ça a très bien fonctionné. Et après, j'avais la croyance que je ne pouvais pas faire de prêt immobilier en étant entrepreneur. Ok. Ou j'avais la croyance que je ne pouvais pas autofinancer un projet immobilier à 100% en étant entrepreneur. C'est quelque chose que j'essaie de transcender aujourd'hui, tu vois, de voir mes limitations personnelles et d'agrandir un petit peu ma vision. Et donc, j'ai décidé de prendre un job CDI en parapharmacie où j'étais naturopathe. Et donc j'ai concilié ces deux activités parce que je voulais vraiment continuer cette entreprise et ça avait du sens pour moi à ce moment-là d'accéder à la propriété. Justement pour être plus libre, ça rentrait dans le même contexte pour moi en fait. Ouais. Dans le fait de pouvoir conserver ma liberté d'être qui je suis, ma liberté de choix et de pouvoir aussi accueillir des personnes et créer un écolieu. Je t'en avais parlé, c'est ce qui est en train d'émerger au fur et à mesure. Et en fait, j'ai perdu ma vitalité. Parce que déjà en travaillant pour le gang des fougères, je me sentais animée par une mission qui était plus grande que moi. Et vraiment, je me sentais portée par quelque chose qui était plus grand que moi, qui me dépassait. Du coup, je m'oubliais. Et quand j'ai commencé ce travail à temps plein, en plus, j'avais la naïveté de croire qu'un projet immobilier allait se concrétiser en 3 mois. Donc pour moi, j'entrais là et 3 mois plus tard, je partais. Et en fait, l'affaire a duré 10 mois. Et pendant 10 mois, j'ai continué d'envoyer les box à mes clients. J'ai continué de communiquer sur Instagram. J'ai continué tout de la même manière, alors que ce modèle d'affaires n'avait pas été créé pour être un side project, pour être une activité complémentaire. C'était mon activité principale, en fait. Et donc, du coup, là, j'ai essayé de faire rentrer dans ma semaine et dans mon agenda 2 activités principales. T'as cru que tu pouvais doubler tes journées, quoi? Pendant 3 mois, oui. Pendant 3 mois, oui. Moi, je pensais que ça allait durer 3 mois. Je m'étais dit, ok, ça le fait. Et ça l'a pas fait du tout. Parce que pour 2 raisons que je t'avais exprimées hier. La première raison, c'est que finalement, j'avais le temps uniquement pour l'opérationnel, pour répondre aux demandes de mes clients, leur envoyer les produits, être en contact avec les fournisseurs, gérer les réseaux sociaux, mais c'est de l'opérationnel. Donc je musclais plus ma vision et j'avais plus de coup d'avance pour la suite. Et du coup, j'avais plus intégré le temps pour faire de l'acquisition client. Donc je me reposais sur ma base, sur mon vivier de clients actuel, tu vois. Et la deuxième problématique, c'est que je me suis brûlé les ailes, en fait. Je suis descendue très très bas. Et je t'ai avoué à demi-mot hier que ça s'appelle un burn-out, en fait. Et donc, voyant que le projet immobilier mettait quand même beaucoup de temps à se concrétiser, enfin beaucoup de temps par rapport à ce que j'avais projeté. En réalité, 10 mois, c'est pas grand-chose. Je me suis choisie à ce moment-là.
Donc j'ai choisi de fermer cette entreprise et ça a été extrêmement douloureux. D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'en parlais encore comme étant un échec. Alors qu'il s'est passé plein de choses positives, tu vois. Mais vraiment, ça a été très douloureux pour moi. J'avais mis beaucoup trop d'affect sur cette entreprise. J'en parlais comme étant mon bébé. Parce que tu l'avais créé avec tout ton cœur et avec vraiment toute ta passion et avec toute la contribution et avec ce que tu voulais pour le monde. Du coup, c'était vraiment un projet hyper important pour toi. Oui. Et qu'est-ce que ça a été l'impact quand tu me dis je me suis brûlée, je suis descendue très bas, tu utilises des mots quand même très forts. Hein. Concrètement, t'étais dans quel état à ce moment-là? C'était quoi? Qu'est-ce qui se passait pour toi? Concrètement, au bout d'un mois, en fait, juste un mois après, en conciliant ces deux activités, de naturopathe en parapharmacie à temps complet et continuer de développer mon site de e-commerce, j'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos, j'ai même fait une infection pulmonaire alors que je tombais jamais malade, tu vois. Et le corps s'exprimait vraiment avec force, quoi, tu vois. Et là où j'ai pas été réglo par rapport à mon corps, c'est que j'ai continué pendant 9 mois. Tu vois, l'expérience a duré 10 mois. Au bout d'un mois, je perds 10 kilos, je continue. Mais je continue dans quel état? En fait, je vais puiser de plus en plus dans mes ressources personnelles, que ce soit mes ressources en termes de vitalité. J'appréhende la vitalité comme une flamme. Et là, c'est comme si j'avais l'image de la flamme qui peine, tu vois, qui peine vraiment. Et mes ressources en termes de soft skills aussi. Mon estime de moi, ma confiance en moi. Et c'est là qu'on voit à quel point quand on est en forme, quand on a une belle vitalité, ça nourrit aussi, tu vois, il y a ces ressources qui se nourrissent et qui se renouvellent, quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu continues pendant des mois et des mois avec cet état d'épuisement? Parce que pour moi, la raison d'être de mon entreprise était très importante. J'aidais vraiment des gens, c'était concret. Et donc, je devais continuer. Et puis même pour moi, c'est une activité dans laquelle je prenais du plaisir. Et j'en parle au passé parce qu'à ce moment-là, c'était plus du tout du plaisir, c'était du sauvetage en fait, de l'opérationnel et à la fin du sauvetage. Et pour moi, c'était certain que j'allais continuer à être entrepreneur. J'envisageais pas les choses différemment. Donc c'est un mauvais moment à passer. Quand tu auras les clés de ton bien immobilier, à ce moment-là, tu reprendras le cours en fait. Tu te reposeras un petit peu, tu reprendras le cours, ça ira. Et après tout, si tu as fait 35 heures de côté et X heures de côté, quelque part, tu vas récupérer du temps que tu pourras utiliser pour te recharger, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait tenir. Ça t'a fait tenir pendant 10 mois, du coup? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout de 10 mois, tu décides de fermer ton entreprise? Quelle a été la prise de conscience à ce moment-là? La prise de conscience, c'est de voir que comme j'avais délaissé la partie acquisition de clients, mon chiffre d'affaires était en baisse et que pour remonter, pour en faire une activité qui soit rentable, même en quittant la parapharmacie, ça allait me demander un gros effort de relance en fait. Et que j'avais plus cette énergie pour relancer. Ouais, t'avais grillé déjà toutes tes cartouches. Complètement, je voyais que j'avais plus l'énergie pour relancer. Et puis c'était plus possible. J'étais fatiguée, tu vois. Ouais, ta santé te permettait vraiment plus à ce moment-là de continuer comme ça, quoi. Mais je crois que c'est la santé physique, mais c'était la santé mentale aussi. Ouais. Tu vois, de faire des... Ouais, quand je parle de santé, pour moi, je vois vraiment ça de manière globale. Tu vois vraiment le corps, le mental, et puis même ta connexion à toi, en fait. Oui, c'est ça. Ça me faisait perdre la flamme sur un projet qui avait énormément de valeur pour moi et qui me donnait de l'énergie quand je l'ai démarré, quoi. Ouais. Et pourquoi tu faisais tout ça aussi, c'était donc pour ce fameux projet immobilier. Ça s'est fait dans quel ordre? Est-ce que d'abord tu as fermé ton entreprise et puis après tu as eu les clés de ta maison? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai fermé l'entreprise. J'ai résilié les abonnements en cours parce que j'avais des clients à ce moment-là. Et après avoir résilié, dans les 10 minutes, il y a une cliente qui s'est réabonnée. Alors là, ça m'a montré à quel point j'avais énormément de fidélisation.
En général, les gens restent abonnés 3 mois. Là, ils restaient parfois abonnés 12 mois, voire plus. Et pour moi, c'était une belle réussite. Et en même temps, à ce moment-là, je voyais ça comme remuer le couteau dans la plaie. Je dis non, ne te réabonne pas, c'est fini, c'est fini. Donc j'ai d'abord fermé l'entreprise. Et sur ce, on a eu les clés de la maison 2 mois après. Donc je me suis éclipsée de ce travail. Et, et après, bah, je me suis mis tout de suite... ça, c'est quand je te disais tout à l'heure que je suis entrepreneur dans ma vie. J'entreprends pour ma vie. Ouais. J'ai voulu me relancer tout de suite. Et à ce moment-là, mon leitmotiv, c'était la vitalité des entrepreneurs. Ouais, bien sûr. Évidemment, tu vois. Et en même temps, j'étais pas alignée parce que je pressentais que c'était hyper important pour moi, mais j'étais pas l'incarnation même de la vitalité à ce moment-là, tu vois. Donc il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour te réaligner, pour trouver vraiment ton message, le message que tu avais envie de porter, quoi. Le message était clair, mais il y avait une dissonance au niveau de l'alignement, de l'incarnation. Parce que c'est ce qui m'avait fait défaut. Donc j'avais envie d'en faire mon cheval de bataille pour les entrepreneurs. Et en même temps, c'était pas la réalité que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Donc on sent cette dissonance aussi. Et donc c'est à ce moment-là que particulièrement, je me suis mis au service de moi-même et de ma vitalité, en me disant que j'avais pas envie de rentrer dans le fait de convaincre les gens de prendre soin de leur vitalité, mais je voulais plutôt leur montrer, les inspirer, leur montrer la voie et leur montrer que c'est possible. Montrer par l'exemple, ouais. Et qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour toi à ce moment-là ? J'ai repris les bonnes vieilles habitudes de naturopathe. La naturopathie m'a beaucoup servi. Et déjà avoir une hygiène de vie, une hygiène nutritionnelle particulière, c'est-à-dire manger vivant, adopter une alimentation la plus vitalisante possible, accepter de céder de compléments alimentaires quand tu es trop dévitalisé. Et ce qui était nouveau pour moi, paradoxalement, alors que j'étais naturopathe et que c'est un pilier de la naturopathie, mon gros changement, il se situe au niveau de faire circuler ses émotions. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Avec, pour être dans le concret, reconnecter à la méditation, ne pas fixer les émotions qui arrivent et de se dire là j'ai peur, là je suis en colère, mais je fixe pas ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça circule ? Et ça peut être parfois juste aller marcher. Ouais. Voilà. Donc c'est porter une attention particulière sur cette thématique, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc après cette expérience-là, donc tu as mis en place toutes ces choses pour toi, pour vraiment te reconnecter à toi, pour vraiment prendre soin de toi en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne, en fait, en tant qu'humaine, parce que ça part vraiment du côté humain et de vraiment prendre soin de soi en tant que personne. Et avec du recul et avec la vitalité que tu as retrouvée aujourd'hui, en tout cas un certain niveau, un bien meilleur niveau de vitalité que tu as retrouvé aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire à la Amandine qui est en mode burn-out au moment du gang des fougères ? T'es pas obligé de te sacrifier. C'est le message central. Et justement, tu peux te choisir. Et c'est la différence, elle est énorme aujourd'hui, c'est ça. C'est même dans ma façon de vivre mon entrepreneuriat, je me choisis en premier. Même si ça veut dire décliner un contrat, en fait. Parce que j'ai confiance dans le fait que parce que je me choisis, la vie va m'aider, quoi, d'une certaine manière. Tu vois ? En te choisissant, en fait, tu envoies un message à l'univers ? J'envoie un message à l'univers. J'ai confiance dans le fait qu'il y a énormément d'opportunités à saisir, à accueillir, mais aussi à créer. Donc c'est aussi reprendre confiance en son pouvoir créateur et en sa capacité à trouver des solutions pour soi. Ouais, je dirais que c'est ça. Ouais.
Je te rejoins complètement sur ça. C'est vrai que quand on part de l'intérieur, il y a comme une espèce de force, de puissance qui se crée. Tu retrouves ton leadership dont tu parlais beaucoup tout à l'heure. Tu retrouves cette flamme qui fait que en fait, tout autour s'aligne en fait, plutôt que d'être décentré par toutes les injonctions qu'on se met, etc. Et quand tu retrouves ce pouvoir intérieur, c'est là que toutes les choses autour de toi se mettent en place. Mais même les autres. Mais enfin, ça impacte les autres aussi. Ouais. On le fait parce qu'on le fait pour soi, et ça c'est contre-intuitif au départ quand même, parce qu'on a cette croyance que on doit aider les autres en premier, tu vois, que c'est plus noble de servir les autres, et ça peut paraître un peu égotique parfois de se dire non, je me choisis en premier. Mais en fait, parce que tu te choisis en premier, tu montres aussi la voie à énormément de personnes et qui, elles aussi, reprennent leur souveraineté personnelle. Et du coup, ça crée un monde, on n'y est pas encore, mais en tout cas dans ma réalité, ça crée des relations, par exemple, avec des clientes qui sont hyper saines. Parce que on ose parler de nos limites, on les verbalise et on les respecte, par exemple, tu vois. Et ça, c'est énorme pour moi. Mais complètement, et c'est vrai quand on est entrepreneur du bien-être, mais c'est vrai aussi, ça peut être vrai aussi, et je suis d'accord avec toi pour dire que moi aussi j'ai envie d'un monde comme ça dans lequel tout le monde en fait respecte sa zone de génie et ses limites. C'est vrai par exemple quand on est dans un métier comme le boulanger dont tu parlais tout à l'heure, tu vois, qui part de lui, de ses besoins, de ce qu'il a envie de créer pour le monde, il fixe ses propres règles en fait sans se sacrifier, au contraire en se respectant. Et du coup, ça crée des relations avec ses clients qui sont aussi des relations voilà, où les clients se disent ben, ok, en fait, si lui le fait, je peux le faire aussi. Exactement. Tu vois. Exactement. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Exactement. Et c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure de cet exemple spécifiquement. Ouais. Parce que c'est hyper inspirant. Ça peut être inspirant pour des personnes qui veulent faire le même métier, mais moi, ça m'a inspiré aussi à mon échelle. Ça m'a conforté là-dedans. Et il faut pas se leurrer quand on voit l'incarnation, ce que créent les autres, ça nous inspire, ça nous conforte et ça nous donne de la force en fait pour continuer d'y croire. Parce que justement, quand on croit en une réalité différente, encore une fois, parfois on est tellement optimiste et les autres nous le renvoient qu'on peut douter et on peut se dire est-ce que je suis pas un petit peu trop rêveuse là tu vois. Et alors que non, c'est les autres qui sont en berne et qui sont hyper qui sont pessimistes en fait. Et de nourrir la lumière, ça permet justement de faire grandir cette lumière, je crois. Ouais, nourrir la lumière, c'est beau. C'est sorti comme ça. Ok. T'as parlé beaucoup de vitalité dans cet épisode-là, dans notre discussion. La vitalité, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu aurais envie de dire à une entrepreneur ou à un entrepreneur qui sent qu'il est en train ou qu'il a déjà perdu cette vitalité-là? Ça peut se manifester sous plein de façons, de perdre sa vitalité. Ça peut être avoir des déséquilibres au niveau du corps, se sentir fatigué, se sentir stressé, avoir des douleurs, avoir des émotions difficiles, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un entrepreneur ou une entrepreneur qui sent qu'il est en train ou qu'il a déjà perdu sa vitalité? J'aurais envie de lui dire d'abandonner tout ce qui lui prend de l'énergie. Et ça fait flipper, hein. Mais vraiment, parce qu'il y a plein de fois quand on est entrepreneur, c'est nous qui nous créons notre prison, tu vois, et nos limites. On pense qu'on est obligé parfois de faire certaines tâches, alors qu'en fait, on peut les faire différemment, ça va nous amener de la joie et ça va pas nous drainer en termes d'énergie. Donc c'est déjà de couper complètement toutes les activités. Alors concrètement, ce serait de se dire, si je devais développer mon activité en 1 heure par semaine, qu'est-ce que je garde ? Waouh. Ah, c'est radical, Ouais. mais je pense que là, il faut, et là je pense que c'est il faut, j'utilise pas trop ce mot, mais
il faut être radical quand il s'agit de son bien-être et de sa santé. Mm. Clairement. Mais je suis en capacité de dire ça aujourd'hui parce que j'ai vécu l'inverse, tu vois, et que j'ai placé ça comme étant prioritaire pour moi dans ma vie, dans mon travail. Mais oui, ça demande de faire preuve d'essentialisme presque, de se dire qu'est-ce qui est essentiel vraiment, en vrai. Et quand j'aurai plus de vitalité, je continuerai par exemple à communiquer sur tous les canaux possibles et imaginables, tu vois, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Mais là, pour l'instant, je choisis un seul canal d'acquisition, je me repose et je reviendrai plus tard, tu vois, pour donner cet exemple précis. Revenir à l'essentiel. Ouais. Ok. Ouais, c'est central. Ok, ça marche. Eh ben écoute, je crois qu'on arrive doucement à la fin de notre entretien. Il y a eu tellement de pépites dans tout ce que tu as pu partager. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour tous tes partages. Merci pour tout ce que tu vibres. Merci pour ton énergie. Merci à toi, Nat, pour ton invitation. Un grand merci. Et quelque part, c'est toi qui as été initiatrice et qui a permis à ces pépites de se révéler. On n'avait rien préparé et je ne savais pas de quoi on allait parler. Et c'est joyeux. Et j'espère que ça peut servir à... Je veux surtout... Enfin, je veux... J'étais dans une intention d'être dans la vérité avec l'espoir intime que ça puisse aider la personne qui a besoin de l'entendre en fait, même si c'est une seule personne. Donc merci, un grand merci à toi pour ton invitation et merci pour tout ce que tu fais pour le monde. Et je me reconnais beaucoup dans ton travail, ça fait vraiment écho et ça m'aide encore aujourd'hui parce que parce qu'il y a des choses qu'on entend parfois quelques semaines ou quelques mois avant, mais de les réentendre et de la bouche de d'autres personnes, ça permet d'accéder à des niveaux de conscience qui sont soit plus hauts, soit de vraiment descendre dans son corps au niveau de l'intégration. Donc merci de faire vivre ce podcast. Merci, merci. Merci à toi Amandine. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les entrepreneurs qui ont envie de venir voir ce que tu fais? Sur Instagram essentiellement, Amandine Buffin, c'est simple. Voilà. Yes, B-U-2-F-I-N. Exactement. Et je mettrai bien sûr tes coordonnées dans les descriptions de l'épisode, comme ça, voilà, tout le monde pourra venir te voir et voir ce que tu fais. Avec joie. Merci beaucoup Merci Amandine. beaucoup.